c'est parti. On commence ce webinaire numéro 4. Donc, c'est notre 4e édition. Je vous remercie tous d'avoir pris le temps de vous connecter aujourd'hui afin de rencontrer nos infirmiers et nos cadres. Donc, c'est notre 4e webinaire et on va donc faire parler plusieurs intervenants de tout notre GH, donc le groupe hospitalier APHP Centre. Pardon. Donc, voilà, c'est parti. On y va. Donc, les objectifs de ce webinaire, c'est rencontrer du coup des infirmiers et des cadres sur des secteurs qui sont peu ou mal connus ou qui subissent parfois certains préjugés. On va également connaître donc, tous les hôpitaux du groupe APHP Centre. Et donc l'intérêt, c'est vraiment que vous puissiez poser toutes vos questions sur votre situation personnelle, sur des contrats qu'on peut proposer, sur les secteurs qu'on présente, etc. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Il y a un chat qui est disponible et donc on y répond en direct. Il y a aussi des questions qui ont été posées lors des inscriptions, donc on va y répondre aussi progressivement pendant cette présentation. Et enfin, vous découvrirez qu'on a pas mal de postes disponibles, donc vous pourrez également déposer votre candidature. Donc, je me présente, moi je suis Célia, je suis en charge du recrutement digital du groupe PHP Centre. Donc, j'anime du coup ce webinaire et le recrutement sur le groupe. Donc, notre groupe hospitalier, ce sont tous ces hôpitaux donc, qui sont Brocal à Collégiale, Cochin Port-Royal, Corentin-Selton, qui va intervenir aujourd'hui du coup, Georges Pompidou, Hôtel-Dieu, Necker Enfants Malades, qui interviendra également, et ensuite Vaugirard. Donc, ce sont des hôpitaux qui sont situés au centre de Paris, qui sont très bien desservis par le métro, le RER, les bus, etc. Donc, je sais qu'il y a certains infirmiers et étudiants en soins infirmiers qui sont connectés du reste de la France. Donc, voilà, c'est des hôpitaux qui sont très bien desservis. Donc, notre GH, voilà, en bref, c'est des équipes pluridisciplinaires et hyper spécialisées. Il y a un grand choix de formation également. On offre des spécialités médicales, chirurgicales et obstétricales très poussées, etc. Donc, quelques chiffres juste sur notre GH. On a 8 000 accouchements par an, 288 000 séjours. Donc, on a un gros budget également. Donc, c'est un très gros GH sur Paris. Et donc aujourd'hui, le but de ce webinaire, vous l'avez compris, c'était de présenter ces deux secteurs qui sont deux secteurs très distincts, mais tout aussi intéressants les uns que les autres. Donc, on va parler de la psychiatrie avec l'hôpital Corentin-Selton, avec la psychiatrie générale et la psychiatrie du sujet âgé, et enfin de la réa néonate plus particulièrement. Donc, on commence tout de suite par la psychiatrie avec Corentin-Selton et nos deux infirmiers du coup qui se sont mobilisés et libérés aujourd'hui, Raphaël et Liliane. Donc, je vous laisse vous présenter, présenter votre parcours et voilà. Donc, je vous laisse la parole si vous nous entendez bien. Hop, il faut réactiver le micro. Bonjour. Bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour Liliane. Donc bonjour. Alors moi je me présente, donc je suis Raphaël Magnol, donc je suis à la base, j'étais brancardier à l'hôpital Necker et par l'intermédiaire de la promotion professionnelle que j'ai pu bénéficier à l'assistance publique, j'ai effectué ma formation d'infirmier et je suis devenu infirmier donc en psychiatrie et j'ai choisi l'hôpital Corentin-Selton. Donc, je travaille actuellement en unité de soins intensifs, en psychiatrie évidemment, où on reçoit donc des patients schizophrènes, des patients bipolaires, des patients dépressifs et mélancoliques. Concrètement, mon rôle infirmier que je fais actuellement, c'est donc on les prend en charge donc d'un point de vue donc psychiatrique par l'intermédiaire donc des entretiens infirmiers, c'est-à-dire de l'écoute active, de la réassurance, des entretiens qu'on fait également en collaboration aussi avec les médecins psychiatres. On a aussi notre rôle propre qu'on fait en collaboration avec l'aide-soignant, donc c'est-à-dire pour un patient schizophrène, veiller à ce que la toilette, c'est une épreuve difficile pour ce type de patient. Donc du coup, c'est de la stimulation, c'est de la motivation. On a aussi également un rôle très très important dans l'observance des traitements en psychiatrie.
parce que beaucoup de patients ont un défaut d'observance, donc on fait beaucoup d'éducation thérapeutique. Euh, Ça, c'est très important au niveau de notre rôle. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On a également un rôle très important, puisque d'un point de vue somatique, on sait que la psychiatrie, normalement, il y a des préjugés comme quoi la psychiatrie, on ne fait pas de soins somatiques, donc ce qui n'est pas du tout le cas. On fait énormément de prises de sang pour des dosages, notamment des antidépresseurs, différents traitements. On retrouve également donc, des électrocardiogrammes pour l'instauration des traitements. On a également des urgences somatiques qui peuvent être assez graves. Donc, il faut maîtriser bien les soins d'urgence. Nous avons également la pratique de perfusion. Quand, par exemple, un patient a un syndrome infectieux, on doit le perfuser. Donc, ça nécessite une prise en charge d'aujourd'hui à la fois psychiatrique et somatique. Moi, dans mon unité, donc en soins intensifs, j'ai la possibilité également de faire des injections intramusculaires quand, par exemple, le patient se retrouve donc contre son gré. Donc, du coup, ça nécessite d'avoir des qualités de calme, d'écoute, de réassurance. Ça nécessite de sécuriser son environnement. Ça nécessite de faire des inventaires rigoureux pour pas qu'ils se mettent en danger et qu'ils mettent en danger les autres patients. Et, euh, ça demande énormément de calme et de maîtrise de soi. D'accord, bah merci beaucoup. Et alors, je me permets de vous demander, est-ce que c'est une spécialité que vous connaissiez avant d'intégrer le service et comment vous en êtes arrivé à la psychiatrie? Parce qu'en fait, c'est pas enfin, de prime abord, les étudiants et les infirmiers ne pensent pas forcément à la psychiatrie. Donc, comment vous en avez entendu parler? Alors, en effet, c'est vrai que donc, moi, je suis diplômé d'il y a presque maintenant un an. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent aller en réanimation aux urgences, hein, avec mes anciens collègues. Moi, j'ai choisi la psychiatrie parce que donc, j'ai rencontré donc, des formateurs qui étaient de la psychiatrie et qui m'ont fait vraiment donner l'envie de travailler en psychiatrie et aussi par l'intermédiaire donc, de mes stages que j'ai pu faire à l'école infirmier. D'accord, très bien. Et Liliane, est-ce qu'on ne vous a pas forcément entendu? Est-ce que voilà, vous pouvez pareil vous présenter Voilà, et bonjour à parler de votre tous. service? Alors, moi, c'est Liliane. Moi, c'est Liliane, anciennement aide-soignante en réanimation médicale à la HGP. J'ai suivi la formation d'IDE avec la PHP où j'ai été financée. Ma formation a été prise en charge. Et à la suite de cette formation, j'ai postulé en psychiatrie du sujet âgé. Et peut-être expliquer la différence entre la psychiatrie et la psychiatrie générale, comme en parlait tout à l'heure Raphaël. La psychiatrie du sujet âgé prendra en charge le sujet âgé, le jeune sujet âgé. Ce qu'il faut savoir, c'est que la personne âgée, on va retrouver les pathologies psychiatriques, mais aussi tout ce qui est dégénérescence de l'âge chez le sujet. Donc, du coup, la prise en soin qui est importante dans le relationnel avec le sujet âgé, comme dans toutes les autres prises en charge. Le temps qu'on va accorder lors des soins, le relationnel, la communication, beaucoup de relations d'aide. Et ce qui n'empêche pas les soins techniques de bilan sanguin le matin, de dosage sanguin, comme disait mon collègue. Chez le sujet âgé aussi, on va retrouver, comme il a déjà des antécédents très souvent somatiques, donc on va se retrouver parfois avec des troubles urinaires, donc de pose de sonde urinaire. On va se retrouver avec des troubles de l'élimination, de la déglutition, donc beaucoup de surveillance sur l'alimentation, sur troubles de la marche, donc la sécurité dans les soins. Voilà pour le sujet âgé, ce qui va.
D'accord, donc c'est une prise en charge qui est plutôt différente du coup de la psychiatrie générale. C'est vraiment un service. Du coup, c'est un service particulier. Est-ce que c'est un service qu'on retrouve ailleurs? Est-ce que Alors, c'est un service, excusez-moi, je me permets, Anne-Claire Utesa, je suis à cadre supérieur du DMU de psychiatrie addictologie. C'est un service qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs parce qu'il se situe au sein du centre de ressources et de recherche de psychiatrie du sujet âgé, qui est à Corentin-Septon, et qui est un des seules sources de référence, en fait, un des seuls, pardon, on a été dérangé, un des seuls centres de référence sur l'Île-de-France. Donc c'est vrai que c'est un service assez spécifique qui n'est pas à confondre avec un service où on traite des pathologies de type Alzheimer ou de démence. C'est vraiment de la psychiatrie en lien avec le vieillissement. Et la spécificité, oui, c'est peut-être le temps qui est un peu plus, qui est donné, en fait, il y a une place très importante pour le relationnel dans ce type de service. Donc, ça allie en fait la gériatrie, mais aussi tout ce qui est en lien avec le relationnel. D'accord. Et après, en termes peut-être de profil infirmier que vous recherchez, quels sont pour les deux secteurs Alors, Raphaël l'a bien expliqué, hein, je pense, c'est vraiment des soignants avec une maîtrise de soi, du calme, qui ont une appétence pour tout ce qui est soins relationnels, et puis, mais qui savent aussi gérer les soins somatiques, parce qu'on pâtit de cette image en psychiatrie où il n'y a pas de soins somatiques, donc on insiste quand même là-dessus, hein, où il faut savoir gérer quand même les urgences somatiques, il faut savoir gérer des situations de soins classiques. Voilà, donc c'est un ensemble de compétences qui va se construire même au niveau de la prise de poste avec des formations, hein. On propose beaucoup de formations en interne avec des psychiatres qui se mobilisent énormément pour former les soignants. On a un parcours d'intégration pour les jeunes arrivés, les jeunes arrivants, pardon, et on a aussi, quand les personnes sont un peu plus aguerries dans les soins de base en psychiatrie, on offre la possibilité de faire des diplômes universitaires, donc de psychiatrie du sujet âgé, d'addictologie et en santé mentale, où donc les soignants de nos équipes sont prioritaires pour partir sur ce type de spécialisation. D'accord, super. Et alors, je reviens peut-être, il y a des questions qui ont été posées par ceux qui se sont inscrits. Peut-être vous pourriez y répondre. L'importance du rôle de l'infirmier psychiatrique dans la coordination des soins au sein de vos structures. Alors, vous pouvez répéter du coup, excusez-moi. Voilà. Donc, en fait, c'est l'importance du rôle de l'infirmier psychiatrique dans la coordination des soins. Alors, donc, donc, si vous voulez, comme dans tous les autres types de services, l'infirmier a un rôle de pivot, que ce soit avec donc, le médecin, que ce soit avec les aides-soignants, des rééducateurs, des kinés, des ergos, des psychologues. Donc, on a vraiment, si vous voulez, même les assistants sociaux, on est vraiment en interaction avec eux, en fait, hein. On interagit très, très souvent. D'ailleurs, il y a des staffs tous les matins où on fait justement un point avec les patients, avec tous les intervenants, donc qu'on groupe dans une équipe pluridisciplinaire classique, hein. Donc, l'infirmier a un rôle central dans la prise en charge en psychiatrie dans notre structure, quoi. Et puis, on peut spécifier peut-être, Magali, sur le rôle de l'infirmier en coordination en intra-hospitalier, mais aussi avec la ville, puisque… Oui, puisqu'on a aussi sur le secteur de psychiatrie une équipe sur un centre d'accueil permanent et de soins et unité de soins externes. Donc, on a des infirmiers qui, lorsque les patients sont pris en charge en intra, sont sortants, il y a une continuité de soins pour essayer de préserver la stabilité de la prise de traitement, éviter les ruptures
de prise de traitement, poursuivre aussi ce lien relationnel, donc ou à domicile ou en visite externe. C'est un suivi infirmier avec des entretiens, d'accompagnement, de soutien aussi dans les gestes de la vie quotidienne, parce que parfois, vivre en société peut être compliqué pour les patients de psychiatrie. Donc voilà, il y a tout cet accompagnement. Donc les infirmiers sont quand même relativement autonomes, font énormément de liens de reporting aux médecins aussi, aux psychiatres référents, puisque c'est tout ce lien qui est fait et l'infirmier donne un peu la sonnette d'alarme quand on sent que ça devient précaire. Donc ça, vraiment le rôle infirmier est prépondérant et ils ont vraiment une place en autonomie, je trouve. Voilà. Ok, super. Merci pour ce témoignage. Est-ce que vous avez peut-être des choses à rajouter sur la psychiatrie, sur peut-être le parcours au sein du DMU? Je sais qu'il y a d'autres spécialités, on en a parlé. Alors, on peut faire différents parcours professionnels au sein du DMU, puisqu'on a aussi une filière d'addictologie. Ce qui est intéressant pour un jeune diplômé, c'est qu'il peut prendre un poste dans un service, mais évoluer au sein du DMU sur différentes spécialités, mais aussi différents sites, puisque nous avons des services d'hospitalisation à l'Hôtel-Dieu et un service de consultation et d'équipe mobile à l'hôpital européen Georges Pompidou. Donc, c'est vrai qu'on peut prendre un poste, par exemple, en psychiatrie du sujet âgé et se spécialiser en psychiatrie du sujet âgé ou en unité de soins intensifs, mais aussi, on peut prendre un poste, effectivement, en psychiatrie du sujet âgé, mais après, évoluer sur les secteurs d'addictologie et voire même peut passer d'intra-hospitalier en extra-hospitalier, puisqu'en plus de la filière d'unité de soins externes, nous avons des hôpitaux de jour et bien souvent, donc, les soignants sont fidélisés sur notre DMU de cette manière parce qu'ils ont vraiment un parcours professionnel qui part de l'intra-hospitalier vers l'extra-hospitalier. Donc, il y a possibilité de développer une variété de spécialités au sein même du DMU. Voilà, et donc ils sont accompagnés, bien entendu, quand ils arrivent, on a un parcours d'intégration, on est en train de mettre en place un système de parrainage par des soignants qui sont arrivés avant eux. On est aussi en train de mettre en place une plateforme numérique avec un système de veille documentaire qui pourra être téléchargeable sur smartphone pour partager, échanger, faire de l'échange de pratiques. Et donc, il y a la formation qui est vraiment très prépondérante au sein du DMU, ça je tenais à spécifier, avec nos infirmiers eux-mêmes qui délivrent des formations aussi bien sur site, mais aussi dans les instituts de formation en soins infirmiers et en formation continue. Donc, c'est quand même, voilà, c'est un DMU assez dynamique sur la recherche, sur la formation et sur les spécialités au niveau du terrain. Ok, super. Merci beaucoup pour ce témoignage, pour ces témoignages. C'est une discipline très riche. Il y a beaucoup de spécialités, comme vous l'avez expliqué. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus ou échanger avec nos cadres, avec nos infirmiers, n'hésitez pas. Je vous mets l'adresse juste après. Donc, c'est celle-ci. Vous pouvez poser toutes vos questions pour un échange un peu plus personnalisé, pour poser des questions sur votre parcours, sur votre intégration, sur plein de choses. Donc, on est disponible, nos cadres sont disponibles, nos infirmiers également. Donc voilà. Donc, Anne-Claire, Liliane, Raphaël, merci beaucoup pour vos témoignages. Merci beaucoup pour votre participation et votre temps. Et du coup, on passe à la suite. Merci beaucoup. Alors, moi, je voulais vous parler un petit peu de tout ce qu'on propose au sein de notre GH, de tous nos avantages. On a eu pas mal de questions aussi sur le salaire, par exemple, des infirmiers. Donc, on va y répondre maintenant. Donc, voilà. À titre informatif, une infirmière ou un infirmier touche en sortie d'école environ 1 900 €. Donc ça, c'est sans forcément les week-ends, sans les nuits, etc. Donc, possibilité d'augmenter son salaire. Il y a aussi des primes d'installation qui peuvent être attribuées. Donc voilà. Et alors, la petite chose importante, c'est que par rapport à d'autres métiers, une infirmière ou un infirmier est recruté en tant que fonctionnaire directement. Donc, il y a une mise en stage, c'est comme une période d'essai d'1 an. Mais voilà, c'est propre à ce métier, donc c'est intéressant à savoir.
On propose aussi également tout un package pour l'installation à Paris et en Île-de-France. Donc, on a 2 types de logements. On a les logements attractivité. Donc, ce sont des logements qui sont à partir de 250 € par mois. Donc, à Paris, c'est très intéressant. On a aussi la possibilité de les renouveler une fois. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est métier en tension, donc pour les infirmiers, les IBOD, les puères. En deuxième temps, on a des logements fidélisation qui sont destinés du coup à nos professionnels et qui sont des baux un peu plus longs, et c'est des logements généralement un peu plus grands qui sont à moins 40% du prix du marché, donc toujours très intéressant. Et là encore, ils sont situés proches de l'hôpital. Donc ça, si vous avez des questions, ça c'est vraiment au cas par cas, n'hésitez pas à nous contacter. Enfin, je voudrais aborder tout ce qui est contrat d'allocation études. Donc, on a deux référents ici qui sont connectés avec nous, Christine et Valérie aussi, qui peuvent répondre à vos questions sur le CAE. Donc, c'est un contrat d'allocation études. Ah, peut-être, Christine, je vous laisse en parler. Ah, il y a une activation de micro en cours. Elle va nous rejoindre. Ça arrive. Oui, C'est bon. bonjour, On excusez-nous d'un petit problème technique. Alors effectivement, comme disait Célia, on peut proposer des contrats d'allocation d'études, donc qui assurent une rémunération mensuelle de 750 € brut. Elle peut être à partir de la 2e année ou de la 3e. Et ce qui est possible aussi, c'est qu'à la prise de poste, il est possible de faire un CAE rétroactif, ce qui permet aux professionnels nouveaux diplômés que l'on recrute de bénéficier de ces 750 € par mois à ce moment-là. Et bien évidemment, par contre, il y a un engagement de servir qui peut aller de 6 mois pour la durée de contrat, enfin de paiement de contrat d'allocation d'études la plus courte, jusqu'à 18 mois au sein de l'hôpital. Et il y a une possibilité de choisir aussi un service d'affectation. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant pour aussi bien pour les jeunes étudiants ou pour les jeunes diplômés, parce que ça aussi concourt à la possibilité de s'installer peut-être plus facilement à Paris pour ceux qui viendraient éventuellement de province. Donc là, n'hésitez pas, hein, il a été remis, vous voyez sur la slide, hein, n'hésitez pas à nous solliciter, à envoyer des mails si vous avez des questions plus précises, on vous répondra bien évidemment. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Christine. Donc, ça, c'était pour le contrat d'allocation études. Après, il y a on propose pas mal de choses aussi. Donc, ça, c'est assez novateur. C'est les bulles bien-être. On propose des cours, tout type de cours. Alors, il y a des cours de boxe, de sophrologie. Il y a un coach sportif qui est là, etc. Donc, ça, c'est accessible pour le personnel. Ça dépend des sites, mais il y a plusieurs. La plage horaire est très large. Donc, c'est assez intéressant parce que les cours à Paris et en Île-de-France peuvent être assez chers, donc c'est pas mal. On a aussi tous ces avantages ici présents. Donc, pour les personnels, on propose des places en crèche hospitalière. Donc, on a très peu de refus et on essaye vraiment de favoriser tous les dossiers. Donc, ça, on en a déjà parlé, mais c'est la possibilité de formation et d'évolution sur tout le GH. Et ça, c'est aussi au sein de la PHP. Donc, les cadres seront à l'écoute vraiment des infirmiers et du personnel pour bénéficier de formation. En fonction des profils et de lieux d'habitation des agents, on propose des places de parking. Donc ça, c'est sur dossier, mais ça dépend. C'est pour les agents de nuit, de jour. Donc vous pouvez également faire la demande. Et après, on a tout ce qui est AgoSPAP et OptiSoin. Donc ça, c'est des réductions chez nos partenaires sur la vie quotidienne, sur les courses, sur plein de choses. Donc voilà, ça fait aussi partie de ce qu'on propose. Et enfin, donc on a voulu développer vraiment une journée porte ouverte sur les secteurs qui vous intéressent. Donc, vous pouvez nous demander, donc toujours via l'adresse de contact, pour comment dire, découvrir un service vraiment en observation. Donc, c'est pas du tout, il n'y aura pas de participation aux soins, mais c'est vraiment pour découvrir l'équipe, les soins qui sont proposés, etc. Sur les précédentes éditions des webinaires, ça a joué la différence, donc n'hésitez pas. On offre aussi des places de stage également. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter, on est disponible pour répondre à toutes vos questions.
Et donc, maintenant, on va juste passer au prochain sujet qui est la réanimation néonatale. Donc, on a voulu présenter deux services qui sont sur deux hôpitaux différents, donc sur Necker Enfants Malades et enfin sur la maternité de Port-Royal. Donc là, c'est deux intervenants qui vont nous présenter leur service. Donc, c'est Amélie, donc, qui est sur Cochin Maternité Port-Royal, et Lucie, qui est faisant fonction de cadre à Necker. Donc, bonjour à toutes les deux. Et Bonjour. merci de nous avoir rejoints. Donc, je vous laisse, pareil, sur le même principe, vous présenter, faire une petite présentation. Déjà, peut-être commencer par Amélie, après on passera à Lucie. Donc, on D'accord. vous écoute. D'accord. Donc, bonjour, je suis Amélie, je suis infirmière en réanimation néonatale depuis 18 ans maintenant. Voilà, donc je vais vous présenter un peu notre service. Donc, on a plus de 60 berceaux au total. Notre service est divisé en trois. On a la réanimation soins intensifs qui est au premier étage et au rez-de-chaussée, nous avons la médecine néonatale. Et au quatrième étage, l'unité mère-enfant qui se trouve juste à côté des hospitalisations donc de la maternité. Donc nous, on prend en charge les nouveau-nés de l'extrême prématuré, donc à partir de 24 semaines d'aménorrhée, ce qui veut dire à peu près 5 mois et demi de grossesse, donc pour un poids de 500 grammes, jusqu'au bébé né à terme avec quelquefois malheureusement une naissance difficile, que ce soit à Port-Royal ou sur les cliniques parisiennes et de la banlieue, puisque nous sommes un centre d'urgence. Voilà, donc les soins sont très variés puisque donc, nous avons donc des bébés intubés, ventilés, donc avec des cathéters centraux, avec des sondes gastriques, tout ce qui est soins de réanimation. Mais nous avons aussi la médecine néonatale où là, ce sont soit les anciens prématurés qui descendent au rez-de-chaussée et qui continuent l'hospitalisation en néonat, qui n'ont plus besoin d'assistance respiratoire. Et on part plutôt sur des soins de nursing, pour les autonomiser au niveau de l'alimentation, mais aussi l'éducation des parents, le soutien à la parentalité, comment on fait le premier bain, comment on donne un biberon, voilà. Et puis l'unité mère-enfant. L'unité mère-enfant, donc là, c'est pareil, c'est vraiment un soutien à la parentalité. C'est souvent des nouveau-nés qui sont hospitalisés suite à la césarienne de leur maman et des mères donc, qui sont dans la capacité de s'en occuper totalement. Et là, on va bien sûr favoriser le lien mère-enfant. Voilà. Donc ça, c'est pour notre activité. On travaille en 12 heures. Donc, on est deux équipes, équipe A, équipe B. On travaille sur une petite semaine le mercredi, jeudi. Puis ensuite, la grande semaine, lundi, mardi, vendredi, samedi, dimanche. Donc, l'avantage du 12 heures, c'est que nous avons notre planning à l'année et nous avons une semaine de repos par mois qui est obligatoire. Même des fois, en ce moment, c'est un peu difficile puisqu'il nous manque des postes. On a 17 postes vacants d'IDE, mais sinon, on peut aller jusqu'à 2 semaines par mois de repos. C'est-à-dire, on travaille une semaine de repos, ainsi de suite. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Voilà pour ma présentation. Super, merci. Il y a une dernière slide voilà, sur la néonate, vous en avez parlé, donc c'est tout ce qui est nursing, tout ce qui est... Ouais. Donc ça, c'est pour des bébés qui n'ont plus forcément besoin d'assistance, c'est ça, mais ils sont quand même un peu surveillés encore? Oui, ils sont encore surveillés. C'est des bébés qui, en général, qui sortent donc, de la réa et qui sont dans l'apprentissage de l'alimentation, qui peuvent avoir besoin d'une petite assistance respiratoire, mais uniquement des lunettes. Pas de CPAP, bien sûr, ils ne sont pas intubés. Et c'est la sortie, on les prépare à la sortie avec les parents. Donc, comme je disais, pour le premier bain, les biberons, donner les médicaments. Voilà. Et donc, du coup, une infirmière qui rentre dans votre service travaille sur les deux Alors, au début, unités? oui. Alors, au début, on privilégie quand même la réa néonate, puisqu'on préfère qu'elle soit d'abord à l'aise en réa. Donc, elle va faire peut-être 1 an en réanimation. Et puis ensuite, oui, elle ira en néonate et en unité mère-enfant. Ok, très bien, super. Merci beaucoup. Alors maintenant, peut-être que Lucie peut nous présenter le service et les activités qui sont complémentaires du coup à Port-Royal. Oui, bonjour.
Ça vous dérange pas de mettre juste la slide précédente? Non, c'était celle-là? Non, La slide, ouais, voilà. d'accord. C'est ça. Bon, donc, moi, je m'appelle Lucie Guette. Je suis actuellement, depuis 2 mois, faisant fonction cadre de santé de la pédiatrie néonatale. Et précédemment, j'ai travaillé 17 ans en soins intensifs néonatales sur plusieurs hôpitaux et depuis 2011 à l'hôpital Necker. Du coup, le service de néonatologie de l'hôpital Necker est divisé en 4 unités. On a la réanimation néonatale avec 16 lits, où on a dans ce service une infirmière pour 2 patients. Les soins intensifs de néonatologie avec 24 patients, avec une infirmière pour 3 patients. La pédiatrie néonatale, donc, du coup, qui accueille 15 patients avec une infirmière pour 6 patients. Et l'unité mère-enfant qui accueille 8 patients avec une infirmière et une auxiliaire de puériculture pour 8 patients. Les spécificités de la néonatologie de l'hôpital Necker par rapport à Port-Royal, c'est qu'on accueille également des enfants prématurés, mais beaucoup d'enfants prématurés et d'enfants à terme avec des pathologies associées, très souvent chirurgicales. Donc, on accueille des enfants qui relèvent de pathologies chirurgicales cardiaques, viscérales, neurologiques, urologiques. On a des patients qui relèvent de la dermatologie, de la médecine métabolique, de la génétique. Voilà, c'est très, très divers et varié. Donc, on est effectivement complémentaire de Port-Royal, mais d'autres hôpitaux, on travaille puisqu'on a des patients qui naissent à l'hôpital Necker, mais on accueille également beaucoup de patients qui sont nés dans d'autres hôpitaux et qui sont transférés à l'hôpital Necker pour des prises en charge spécifiques. Contrairement à Port-Royal, on ne tourne pas sur les unités puisque les soignantes de réanimation travaillent en réanimation, les soignantes de soins intensifs en soins intensifs. Par contre, la pédiatrie néonatale et l'UME sont des services, des unités communes où là, effectivement, il y a une alternance entre les 2 unités. On travaille également en 12 heures, 2 jours comme de nuit, un week-end sur 2, et le planning est réalisé par des soignantes référentes planning des unités, toujours en accord avec la cadre, mais ce qui permet aux équipes voilà, de gérer plus facilement leur planning et leur desiderata. Donc, on a très important dans le moment de l'intégration, on a une infirmière référente qui est donc la référente de l'intégration qui organise l'accueil des nouvelles professionnelles et des étudiantes également et qui les accompagne tout au cours de leur formation en plus de l'accompagnement fait par les infirmières des unités. On a beaucoup de réalisations donc, du coup, de soins techniques du fait du type de patients accueillis. Donc, on a évidemment des patients intubés, des patients avec des ventilations non invasives, beaucoup de soins de chirurgie. En réanimation, on a également des chirurgies qui ont lieu en chambre, beaucoup majoritairement en bloc opératoire, donc avec des préparations en pré- et post-chirurgicales en bloc, mais il y a quelques blocs en chambre. Il y a beaucoup de soins de réanimation. Mais évidemment, comme dans d'autres unités, il n'y a pas que la technique et que ces soins-là. On a aussi tout ce qui est soins de développement avec l'accompagnement des parents dans leur parentalité, les accompagnements de mise en place d'allaitement, des soins de développement. On a beaucoup de groupes de travail justement qui travaillent sur ces thèmes grâce à des travaux sur l'oralité, le pot à pot, le toucher-massage, la douleur, évidemment. On a un groupe de travail sur les carnets de vie qui ont été instaurés il y a 6 ou 7 ans dans l'unité, qui permettent de faire un petit carnet qui raconte, grâce à des photos, des petits mots des soignantes, des parents, l'hospitalisation des enfants pour plus tard qu'ils aient un petit peu un souvenir et des informations sur ce qui s'est passé lors de leur hospitalisation. On travaille beaucoup aussi sur le binôme infirmière auxiliaire de puériculture aide-soignante pour voilà, le travail en coordination ensemble. Que dire d'autre, Marie? Que des cours sont donnés. Oui, les cours, oui. On organise avec les pédiatres des cours toutes les semaines, soit sur des pathologies, soit sur des prises en charge, soit sur des soins. Tout ce qu'on accueille en fait dans les unités. Elles se font soit en présentiel pour les soignantes qui peuvent se détacher des soins, soit en visio pour les soignantes qui sont sur leur jour de repos. C'est des cours qui sont proposés plusieurs fois dans l'année si on ne peut pas y assister.
Euh, Et puis pour des prises en charge qui peuvent être un peu lourdes, notamment pour des nouvelles professionnelles, on a une psychologue qui vient 3 heures par semaine et qui du coup se propose de rencontrer les professionnels ou individuellement ou sur une thématique très précise. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des parents qui ont été difficiles et du coup qui questionnent les professionnels, et ça permet vraiment de pouvoir en discuter avec la psychologue qui parfois peut donner des clés aux professionnels pour que les relations se passent mieux entre parents et professionnels. Voilà, c'est un exemple. Ça peut être aussi des situations de fin de vie ou ça peut être d'autres situations. Et c'est un service intéressant aussi puisqu'on est vraiment dans un service, dans un travail en équipe pluridisciplinaire. On a une relation très proche entre les soignants paramédicaux et les médecins, mais également avec les kinésithérapeutes, les psychomotriciennes, les diététiciennes, les chirurgiens, les infirmières spécialisées de stomatologie, de dermatologie. Enfin voilà, il y a vraiment un travail pluridisciplinaire très intéressant et on aborde énormément de spécialités et c'est très enrichissant également dans nos pratiques. Et alors moi, j'ai une question parce que ça nous a été posé par rapport à la difficulté en fait de la prise en charge, parce qu'il y a des soins palliatifs, il me semble, sur les deux. Donc, une infirmière ou un infirmier qui sort d'école, qui n'est pas forcément préparé à tout ça, est-ce qu'il y a un accompagnement? Comment ça se passe? Parce que c'est un service qui n'est pas forcément très facile. Donc, comment vous le ressentez? Comment vous pouvez conseiller du coup nos jeunes diplômés? Alors, il y a un accompagnement au quotidien déjà entre collègues, déjà infirmières, aussi avec les pédiatres. C'est vraiment des moments où on est encore plus soudés que dans d'autres. Il y a, comme disait Madame Bonnard, le soutien de la psychologue qui est disponible pour le personnel. Il y a des propositions de formation également pour aider à aborder les soins palliatifs et les situations de deuil. En tout cas, on les laisse jamais seuls. Mais c'est jamais seul. Voilà, c'est jamais toujours un seul. accompagnement d'équipe et les équipes se soutiennent énormément. Les soignantes se soutiennent énormément aussi dans ces moments-là, voilà, pour aider justement à vivre ces moments-là le mieux possible. C'est pareil, je rejoins Lucie, c'est exactement la même chose à Port-Royal. On est soutenu, il y a le soutien des collègues, il y a une psychologue, des réunions après le décès. Voilà, c'est pareil au Canecker. D'accord. Et moi, je voulais juste revenir sur un petit sujet sur l'intégration du coup au sein des deux hôpitaux, sur l'intégration, parce que de ce que j'ai entendu, il n'y a plus forcément de module de pédiatrie pendant les études infirmières. Donc, alors, est-ce qu'il y a une formation spécifique par rapport, je sais pas, aux médicaments, aux doses, enfin tout ce qui est spécifique du coup au service? Oui, il y a Comment une ça se passe formation l'intégration? en intégration. Donc, il y a aussi une semaine, on leur propose, après avoir fait leurs 6 semaines d'intégration, il y a une semaine de stage, de cours. Il y a une semaine de cours avec les pédiatres sur vraiment les bases de la pédiatrie. Voilà. Et si elles ont des questions, du coup, c'est un petit peu pareil, j'imagine qu'à Necker. Elles peuvent elles ont des infirmières un peu référentes à qui poser leurs questions, etc. Oui, tout à fait. Donc, il y a moi-même déjà, parce que c'est vrai que je n'ai pas spécifié que je suis infirmière transversale maintenant depuis 3 ans. Donc, en fait, j'aide et je suis la personne ressource pour les infirmières qui viennent, qui sont indépendantes et qui du coup ont des difficultés pour la prise en charge d'un enfant, qui ont des questions. Voilà, je suis là et avec 2 autres collègues aussi transversales. Et à l'hôpital Necker, donc l'infirmière référente qui accompagne les nouvelles professionnelles pendant toute leur période d'intégration reste évidemment disponible dans les temps d'après. Les collègues sont également des ressources. Il y a ces cours qui sont organisés une fois par semaine. On organise assez rapidement certaines formations si besoin. Sachant qu'il y a un suivi d'intégration, parce que sur Necker avait été mis en place déjà depuis plusieurs années un référentiel d'intégration sur lequel on s'appuie les 15 premiers jours et puis après au moins tous les 15 jours pendant le mois et demi de formation, et qui permet de voir déjà les acquisitions ou au contraire les difficultés, et qui parfois nous permettent de prolonger une intégration qui peut être un petit peu compliquée pour certains professionnels.
Et pour tout ce qui est circuit du médicament, on a aussi au niveau institutionnel des EPP du médicament qui sont proposés à tous les professionnels, mais en priorité aux jeunes professionnels qui intègrent les CARE et qui leur permet de faire des rappels sur le circuit du médicament et notamment en pédiatrie où souvent les doses sont quand même infimes par rapport aux doses adultes et du coup d'être très vigilant par rapport aux produits qu'on utilise en pédiatrie. D'accord, très bien. Et alors moi, je voulais aussi parler de la formation du coup infirmière puère. Donc ça, c'est lié aux deux. Donc, comment dire, je veux dire, une infirmière ou un infirmier, parce qu'à chaque fois je précise infirmière, mais donc, qui sort d'école peut tout à fait exercer en tant qu'infirmière sans avoir forcément de spécialisation. Et juste par la suite, comment ça se passe du coup si elle est intéressée par l'école de puère? Oui, elle peut tout à fait. Elle demande, elle passe le concours, elle prévient les cadres qu'elle est en train de passer le concours et puis elle a accès, si elle réussit son concours, à la formation de puéricultrice. On a beaucoup de jeunes infirmières qui font ça et qui reviennent ensuite dans le service avec le diplôme de puère en poche. D'accord. Alors du coup, quand même, le bémol oui, que je allez-y. dirais, la spécialisation de puéricultrice, il y a très peu de prise en charge en termes de promotion professionnelle. Donc, parfois, en fait, les infirmières qui sont motivées à faire puéricultrice doivent se financer leur année de formation. D'accord. Après... Juste, Célia, si je peux préciser, c'est Christine de la DRH, qui représente la DRH. Effectivement, pendant un temps, il n'y avait plus du tout de prise en charge pour la formation à l'école de puériculture. Sur le GH, l'année dernière, on a quand même envoyé en formation, pris en charge deux infirmières à l'école de puériculture. Et si cette année, on avait d'autres professionnels qui étaient reçus, certes, ce n'est pas beaucoup, mais on essaye d'accompagner au moins 2 professionnels dans la voie de la promotion. D'accord, oui, donc c'est quand même une opportunité intéressante. D'accord, très bien. Et les professionnels sont quand même motivés pour revenir. Celles qui ont été prises en promo professionnelle, souvent, effectivement, elles ont à cœur de revenir, voire même dans le service initial dans lequel elles avaient exercé. Très bien. Christine, j'en profite. Il y avait une question qui avait été posée sur la possibilité de faire un stage pré-professionnel en tant qu'étudiante dans un service. Alors, tout à fait, il faut transmettre aux directions de soins de l'hôpital choisi une demande de stage et quand on peut y répondre, bien évidemment. Et là, on a plusieurs étudiants, aussi dans le cadre des contrats d'allocation d'études, qui viennent faire leur stage pré-pro, de préférence dans le service où elles risquent d'être affectées après. Mais c'est aussi pour celles qui n'ont pas forcément demandé de contrat d'allocation d'études, la possibilité et l'occasion de connaître un service. Tout à fait, c'est possible de faire des stages pré-pro et à ce moment-là, il faut écrire à la direction des soins de chaque établissement. D'accord, ok, merci pour ces précisions. Alors, du coup, on arrive à la fin de ce webinaire. Amélie, Lucie, merci beaucoup d'être intervenues. Si vous avez des éléments à rajouter, n'hésitez pas. Hein. Donc, je m'adresse aux étudiants et aux infirmiers. On a fait intervenir plusieurs secteurs, plusieurs professionnels. Donc, je sais que ce n'est pas forcément évident de participer, etc. Donc, à chaque fois, on a des questions à la fin du webinaire et les questions viennent dans les jours et les semaines qui viennent. Donc, n'hésitez pas, nos équipes sont vraiment disponibles pour vous écouter. On fait des échanges vraiment personnalisés. On prend le temps de vous appeler, de suivre votre parcours, etc., de comprendre et de vous aiguiller au mieux. Parce que parfois, vous avez une idée de tel service ou de telle unité. Et en fait, voilà, en échangeant avec vous, on arrive à un peu vous orienter, etc., à vous proposer, comme ce qu'on a dit, des formations, d'autres services qui peuvent aussi correspondre à votre profil. Donc c'est cette adresse-là. On est toute une équipe derrière. On est disponible, donc n'hésitez pas. Moi, je voudrais remercier tout le monde encore, que ce soit participants et visiteurs de vous être connectés aujourd'hui. C'est toujours très intéressant d'échanger avec tous ces professionnels. Donc, n'hésitez pas aussi à proposer les services que vous voulez voir pour les prochaines éditions, parce qu'on vous écoute, hein, on est à votre écoute et du coup, là, par exemple, la Réa Néonat, c'est un étudiant qui nous l'avait gentiment proposé. Donc voilà, on est disponible. Donc moi, je voulais vous remercier pour votre patience et votre écoute. Et donc encore une fois, remercier tous les professionnels. Et je vous souhaite du coup à tous de très bonnes fêtes, une bonne fin d'année. Et puis je vous dis à très vite.